Imaginez un lac gelé dans le nord de l'Europe, au cœur de l'hiver, quelque part au XIVe siècle. La glace s'étend à perte de vue, épaisse et blanche sous un ciel de plomb. La neige recouvre le paysage d'un silence oppressant, rompu seulement par le craquement rythmé du fer contre l'eau gelée. Un groupe de pêcheurs travaille avec acharnement, leur souffle formant des nuages dans l'air glacial, taillant une glace qui pourrait faire plusieurs pouces d'épaisseur. Ils n'ont pas de tarière motorisée, pas d'abri chauffé, pas le moindre équipement moderne. Pourtant, ils persistent, car leur survie dépend de ce qui se trouve sous la surface gelée. Cette scène se répétait dans toute l'Europe médiévale, partout où les hivers étaient assez rudes pour emprisonner les cours d'eau dans la glace. Ces pêcheurs savaient quelque chose que nous oublions souvent aujourd'hui. L'hiver n'était pas une période où l'on cessait de pêcher, mais plutôt une saison qui exigeait des techniques différentes, une plus grande ingéniosité et une extraordinaire résilience. Dans cette vidéo, vous découvrirez les méthodes remarquables que les pêcheurs médiévaux employaient pour attraper du poisson sous les lacs et les rivières gelées, sans aucun des équipements que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Nous révélerons comment ils perçaient une glace épaisse en n'utilisant rien de plus que des haches et des ciseaux. Nous explorerons les techniques ingénieuses qu'ils ont développées pour attraper des poissons qu'ils ne pouvaient même pas voir, et nous examinerons les outils spécialisés qu'ils façonnaient à partir des matériaux les plus simples. Vous apprendrez pourquoi la pêche hivernale n'était pas simplement un choix, mais une nécessité absolue dictée par l'économie, la religion et la survie elle-même. Nous voyagerons à travers des régions allant de la Scandinavie à l'Europe de l'Est, découvrant comment différentes communautés adaptaient leurs approches aux conditions locales et aux espèces ciblées. En chemin, vous découvrirez les dures réalités et les dangers réels auxquels ces pêcheurs étaient confrontés chaque fois qu'ils s'aventuraient sur les eaux gelées. L'histoire qui se dévoile remet en question nos préjugés sur l'ingéniosité médiévale et révèle un monde bien plus sophistiqué que ne le suggère l'image commune des soi-disant âges sombres. Comment les gens pêchaient-ils à travers la glace avec seulement des haches, des harpons et des filets? La question semble presque impossible de notre point de vue moderne. Les pêcheurs sur glace d'aujourd'hui comptent sur des tarières motorisées qui percent la glace en quelques secondes, des sondeurs électroniques qui révèlent exactement ce qui nage en dessous, et des abris portables isolés qui protègent du froid. Les pêcheurs médiévaux ne possédaient aucun de ces avantages. Pourtant, non seulement ils ont survécu, mais ils ont souvent prospéré, développant des techniques de pêche suffisamment sophistiquées pour soutenir de vastes réseaux commerciaux et nourrir des communautés entières pendant les hivers les plus rudes. L'ingéniosité dont ils ont fait preuve pour résoudre ces défis nous offre un aperçu unique de la vie médiévale, de la relation entre les humains et leur environnement, et de la capacité humaine intemporelle à s'adapter face à la nécessité. Pour comprendre pourquoi les pêcheurs médiévaux s'aventuraient sur les lacs et les rivières gelées, nous devons d'abord saisir les conditions climatiques qui ont façonné leur monde. Du début de la période médiévale jusqu'au début du XIVe siècle, l'Europe a connu ce que les historiens appellent l'optimum climatique médiéval. Les hivers étaient généralement plus doux qu'ils ne le deviendraient par la suite, et la pêche pouvait être pratiquée une grande partie de l'année, dans des régions qui gèleraient plus tard complètement pendant des mois. Ce climat relativement favorable a permis à l'agriculture de s'étendre vers le nord et a soutenu des populations croissantes. Les pêcheries de morues de Norvège, par exemple, ont considérablement bénéficié de ces eaux plus chaudes, et des communautés de pêcheurs se sont établies dans des régions qui se révéleraient, plus tard, bien plus difficiles à habiter. Mais le climat changeait. À partir du début du XIVe siècle et jusqu'au XIXe siècle, l'Europe est entrée dans ce que nous appelons aujourd'hui le petit âge glaciaire. Ce ne fut pas une catastrophe soudaine, mais plutôt un refroidissement progressif qui a transformé les cours d'eau du continent et remodelé d'innombrables vies. Les températures moyennes dans l'hémisphère nord ont chuté d'environ 0,6 degrés Celsius, ce qui peut sembler modeste, jusqu'à ce que l'on considère que certaines régions ont connu des baisses allant jusqu'à 2 degrés Celsius, maintenues sur plusieurs décennies. La période la plus froide s'est produite entre 1645 et 1715, bien qu'un refroidissement significatif ait commencé bien plus tôt, juste à la fin de la période médiévale proprement dite.
Les effets furent spectaculaires et de grande portée. La mer Baltique, qui avait rarement gelé complètement pendant l'optimum climatique médiéval, gelait désormais régulièrement. La plupart des grands fleuves d'Europe se transformaient en autoroutes de glace pendant les mois d'hiver, leur surface étant assez dure pour supporter non seulement des pêcheurs individuels, mais des communautés entières engagées dans le commerce et le transport. En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, les canaux et les rivières gelèrent si profondément que le patinage sur glace est passé d'un moyen de transport hivernal à une activité récréative populaire. La Tamise a même accueilli des foires du gel pendant les périodes les plus froides, démonstration frappante de la profondeur du changement climatique. Les hivers devinrent glacialement froids et douloureusement longs. La saison de croissance s'est contractée de plusieurs semaines dans de nombreuses régions, entraînant des mauvaises récoltes généralisées, des famines récurrentes et un déclin de la population dans certaines zones. Les rivières et les mers côtières qui avaient été des artères commerciales fiables gelaient complètement, paralysant le commerce, à moins que des méthodes alternatives ne puissent être conçues. C'est dans ce monde hostile que les techniques que nous explorons aujourd'hui sont devenues non pas des luxes, mais des nécessités. Pourquoi la pêche hivernale était-elle si importante que les gens risquaient leur vie sur les eaux gelées? La réponse réside dans une convergence de pressions économiques, alimentaires et de survie qui ont fait de la pêche sur glace une activité essentielle plutôt que facultative. D'abord et avant tout, le commerce du poisson a stimulé l'économie de l'Europe du Nord à un point difficile à apprécier pleinement aujourd'hui. Le hareng et la morue constituaient des produits de base majeurs à partir d'environ l'an 800, leur importance ne cessant de croître tout au long de la période médiévale. La Ligue hanséatique, cette puissante confédération de guildes de marchands et de villes de marché, a bâti une grande partie de sa richesse sur le commerce du poisson. Le hareng en particulier a atteint ce que les historiens ont décrit comme une importance sans précédent pour l'économie de l'Europe du Nord. Il ne s'agissait pas de produits de luxe, mais d'aliments de base qui formaient l'épine dorsale économique de régions entières. La recherche archéologique a révélé que le commerce du hareng dans la région de la mer Baltique a commencé vers l'an 800, soit quelques 400 ans plus tôt que les chercheurs ne le croyaient auparavant. En prolongeant leurs activités de pêche pendant les mois d'hiver, les pêcheurs pouvaient augmenter considérablement leur saison productive, attrapant du poisson lorsque la concurrence était plus faible et les conditions de conservation souvent idéales. L'incitation économique était puissante. Un hiver de pêche sur glace réussi pouvait faire la différence entre la prospérité et la pauvreté pour les familles et les communautés de pêcheurs. Mais les facteurs économiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le calendrier religieux de la chrétienté médiévale créait une énorme demande de poissons qui transcendait la disponibilité saisonnière. L'Église interdisait la consommation de viande les vendredis et samedis, ainsi que pendant le carême, créant environ 150 jours ou plus par an où les fidèles ne pouvaient pas consommer de viande. Au fur et à mesure que le Moyen-Âge avançait, ces restrictions se sont étendues au mercredi, aux veilles des jours de fête et à une grande partie de l'Avent. Pour les monastères, les restrictions étaient encore plus sévères. Les moines cisterciens, par exemple, n'avaient pas le droit de manger de la viande d'animaux à quatre pattes, bien qu'ils puissent consommer du poisson et de la volaille. Ce régime, tout en autorisant le poisson, restait réglementé et austère, le poisson étant généralement réservé aux occasions spéciales plutôt qu'aux repas quotidiens. Ce n'était pas une simple préférence alimentaire, mais un principe organisateur fondamental de la nutrition médiévale. Le poisson est devenu non seulement autorisé, mais nécessaire, transformant ce qui aurait pu être une simple source de nourriture en un produit essentiel aux dimensions religieuses, sociales et économiques. De plus, les méthodes de conservation et la survie hivernale créaient leurs propres impératifs. L'hiver était invariablement la saison de vaches maigres, où les produits frais se faisaient rares et où les communautés dépendaient fortement des réserves constituées pendant les périodes plus abondantes. Le poisson pêché en hiver pouvait être salé, séché ou fumé pour être consommé des semaines ou des mois plus tard. Le stockfish et le poisson salé pouvaient se conserver des mois s'ils étaient stockés correctement, ce qui signifiait qu'une journée de pêche hivernale réussie pouvait fournir de la nourriture qui soutiendrait un foyer jusqu'au printemps,
parallèlement à l'abattage du bétail en automne pour la viande conservée. Les variations régionales de climat et de pratique signifiaient que la pêche hivernale était très différente à travers l'Europe médiévale. En Scandinavie et dans les pays nordiques, de vastes traditions de pêche hivernale se sont développées par pure nécessité, car ces régions du nord restaient enneigées jusqu'aux genoux pendant la moitié de l'année ou plus. La région de la Baltique, avec ses importantes pêcheries et ses vastes réseaux commerciaux, poursuivait ses opérations même en hiver, adaptant ses techniques aux conditions de gel. En Angleterre anglo-saxonne, la pêche à l'anguille pendant les mois d'hiver est devenue particulièrement importante. L'Europe de l'Est et la Russie ont développé leurs propres traditions distinctes de pêche sur glace, y compris des équipements spécialisés comme des cuillères en fer que les fouilles archéologiques ont récupérés sur des sites médiévaux. Le défi le plus fondamental auquel tout pêcheur sur glace médiévale était confronté était aussi le plus évident. Comment accéder à l'eau sous plusieurs pouces, voire plusieurs pieds de glace solide. Les pêcheurs médiévaux ne possédaient aucun équipement spécialisé pour couper la glace. Au lieu de cela, ils se tournaient vers les outils qu'ils possédaient et comprenaient déjà, réutilisant des instruments du quotidien pour ce travail saisonnier exigeant. La hache était le principal outil de coupe de glace dans toute l'Europe médiévale. Il ne s'agissait pas de haches à glace spécialisées, mais plutôt de haches à bois standards, les mêmes instruments utilisés pour abattre des arbres, fendre du bois de chauffage et effectuer d'innombrables autres tâches dans les fermes médiévales. Des preuves archéologiques et documentaires des Pays-Bas du XIVe siècle révèlent des hommes équipés de haches, travaillant systématiquement sur la glace, dans le cadre d'efforts organisés, pour dégager les voies navigables au plus profond du petit âge glaciaire. La technique était simple mais épuisante, frapper de manière répétée la surface de la glace jusqu'à ce qu'un trou de taille adéquate ait été créé. Les avantages de l'utilisation des haches étaient évidents. Chaque foyer en possédait au moins une, ce qui les rendait universellement disponibles. Les pêcheurs connaissaient intimement leur poids, leur équilibre et leur action de coupe. Aucune formation spéciale n'était requise au-delà des compétences en matière de travail du bois que chaque paysan médiéval apprenait dans son enfance. Pourtant, les inconvénients étaient tout aussi apparents. Tailler dans une glace épaisse était un travail d'une brutalité et d'une intensité extrême qui pouvait prendre un temps considérable en fonction de l'épaisseur de la glace et de la taille du trou requis. Travailler sur une surface de glace glissante avec un instrument lourd et tranchant créait un risque constant de blessure, un coup mal placé, un moment de perte d'équilibre, et un pêcheur pouvait se retrouver gravement coupé ou tomber dans l'eau glacée. Les ciseaux et les pics complétaient les haches dans l'arsenal de brise-glace. Les ciseaux en fer, souvent improvisés à partir d'autres outils ou à d'autres fins, se sont avérés efficaces pour briser la glace qui avait été entaillée ou partiellement coupée. Des instruments à long manche ressemblant à des barres à mine permettaient aux pêcheurs d'appliquer un effet de levier, en coinçant et en soulevant les morceaux de glace pour les détacher de la couche principale. Ces pics et ciseaux étaient particulièrement utiles pour affiner les trous après la percée initiale, en leur donnant la taille appropriée et en lissant les bords qui pourraient endommager les filets ou les lignes de pêche. La combinaison d'outils de coupe et d'instruments de levier créait un système plus efficace que l'un ou l'autre ne pouvait l'être seul. D'abord, la hache entaillait et brisait la surface de la glace. Ensuite, les ciseaux et les pics détachèrent les morceaux brisés, élargissant et approfondissant le trou jusqu'à atteindre l'eau en dessous. Une fois les morceaux de glace détachés, il fallait les retirer de la zone de pêche. Des crochets spécialement conçus pour le travail sur glace entraient alors en jeu. Ces instruments, souvent façonnés en fer avec de longs manches pour la porter, permettaient aux pêcheurs d'accrocher les morceaux de glace brisés et de les tirer hors du trou de travail. Des preuves documentaires mentionnent des hommes travaillant avec des haches et des crochets sur les voies d'eau navigable gelées, les crochets remplissant la fonction cruciale de garder la zone de pêche dégagée. La glace brisée laissée flottante dans le trou interférerait avec les filets, obscurcirait la visibilité et entraverait de manière générale les opérations de pêche. Le processus même de création d'un trou de pêche sur glace exigeait à la fois un effort physique et des connaissances considérables.
Les pêcheurs devaient connaître intimement le terrain sous-marin de leurs eaux locales, où les poissons se rassemblaient en hiver, quelles fosses profondes offraient un refuge contre le froid, où les sources ou les courants maintenaient l'eau plus chaude et les poissons plus actifs. Il était tout aussi important d'évaluer la sécurité de la glace. L'épaisseur de la glace variait considérablement sur un plan d'eau, influencé par les courants, la profondeur et l'exposition au soleil. Les conséquences d'une erreur de jugement pouvaient être fatales. Hypothermie en quelques minutes, vêtements lourds et mouillés entraînant un homme vers le fond, le choc de l'eau froide provoquant une suffocation involontaire et la noyade. Ce n'étaient pas des dangers théoriques, mais des risques réels qui coûtaient des vies chaque hiver. La taille du trou requis dépendait entièrement de son objectif. Un trou pour une simple pêche à la ligne pouvait être relativement petit, peut-être de 6 pouces à un pied de diamètre, juste assez grand pour y laisser tomber une ligne et remonter le poisson une fois attrapé. Mais les filets exigeaient des ouvertures beaucoup plus grandes, potentiellement de plusieurs pieds de large pour accueillir le volume des filets enroulés passés sous la glace. Le défi consistait à créer un trou assez grand pour son usage prévu, tout en restant assez petit pour être géré efficacement. Un trou trop grand serait difficile à maintenir libre de la glace en reformation et nécessiterait un effort excessif pour être créé en premier lieu. La technique de coupe elle-même variait en fonction des outils disponibles et des conditions de la glace. Certains pêcheurs préféraient une approche de coupe directe, attaquant la glace par le dessus avec des coups puissants jusqu'à ce qu'ils percent jusqu'à l'eau. D'autres employaient une combinaison de coupe et de ciselage, entaillant la glace selon un motif circulaire ou carré avant de briser l'intérieur. Dans une glace particulièrement épaisse, le travail pouvait se faire par étapes, en perçant quelques pouces à la fois et en dégageant les débris avant d'attaquer la couche suivante. Maintenir le trou une fois ouvert présentait ses propres défis. Les pêcheurs médiévaux utilisaient des pelles en bois pour nettoyer la glace craquelée et la neige de leurs trous de pêche. Ces simples instruments, probablement façonnés à partir de n'importe quel bois facilement disponible, se sont avérés essentiels pour garder les trous dégagés pendant les opérations de pêche. La glace a une tendance inexorable à se reformer, surtout dans les températures glaciales d'un hiver médiéval. Des particules de glace brisées s'accumulaient sur les bords des trous, empiétant progressivement sur l'eau libre. La neige balayait la surface gelée et s'accumulait dans toute dépression, y compris les trous de pêche. Les pelles en bois permettaient aux pêcheurs de dégager régulièrement ces accumulations, maintenant un accès utilisable à l'eau en dessous tout au long de leur session de pêche. Ce n'était pas une tâche effectuée une seule fois, mais plutôt une activité d'entretien continu qui devait être répétée régulièrement, tant que la pêche se poursuivait. À partir du XIVe siècle, des efforts organisés pour gérer les voies navigables gelées ont introduit des brise-glaces primitifs sur les rivières et les canaux européens. Il ne s'agissait pas de navires au sens moderne, mais plutôt d'équipes d'hommes équipés de haches, de crochets et de scies qui travaillaient systématiquement pour dégager la glace des principales voies navigables. L'objectif était de restaurer les routes commerciales et de transport qui avaient été bloquées par la glace, mais les techniques et les outils qu'ils employaient étaient essentiellement des versions à plus grande échelle de ce que les pêcheurs individuels utilisaient. Les scies se sont avérées particulièrement efficaces pour couper la glace en sections gérables qui pouvaient ensuite être détachées et mises de côté. Bien que ces opérations de brise-glace se concentraient principalement sur la navigation plutôt que sur la pêche, elles créaient des opportunités pour les pêcheurs en ouvrant l'accès à des eaux qui autrement seraient restées bloquées sous une glace infranchissable. Tous les lieux de pêche ne nécessitaient pas le même effort d'accès. Les pêcheurs ont appris à identifier et à exploiter les avantages naturels du paysage gelé. Certaines zones présentèrent des ruptures naturelles dans la glace, là où les courants de la rivière étaient assez forts pour empêcher un gel complet. D'autres avaient une glace plus mince au-dessus des sources, ou des bras de rivière où une eau légèrement plus chaude montait des sources souterraines. Dans les régions côtières, l'action des marées et la teneur en sel pouvaient créer des conditions de glace très différentes de celles des lacs d'eau douce intérieure. Un pêcheur ayant une connaissance approfondie des conditions locales de l'eau pouvait économiser un travail considérable en choisissant des endroits où la glace était naturellement plus mince ou où les ruptures existantes pouvaient être maintenues avec un minimum d'effort. Une fois les trous ouverts dans la glace,
Les pêcheurs médiévaux employaient plusieurs techniques distinctes pour attraper réellement le poisson, chacune adaptée à différentes espèces, conditions et ressources. L'approche la plus sophistiquée consistait à pousser des filets sous la surface de la glace, une méthode qui exigeait une habileté considérable et une préparation minutieuse, mais qui pouvait rapporter des prises substantielles. Cette technique trouvait des parallèles dans les pratiques de pêche des Inuits du Grand Nord, suggérant que le concept de base a émergé indépendamment dans différentes cultures, confrontées à des défis similaires. L'approche fondamentale consistait à percer plusieurs trous en ligne à travers la surface gelée, puis à faire passer un filet d'un trou à l'autre, sous la glace. Lorsque les poissons nageaient sur leurs routes hivernales, ils rencontraient le filet et s'y emmêlaient, incapables de s'échapper. La construction de ces filets représentait un investissement important en matériaux et en main-d'œuvre. Le chanvre était la source la plus courante de ficelles dans une grande partie de l'Europe médiévale, appréciée pour sa solidité et sa résistance raisonnable à la dégradation par l'eau. Des preuves archéologiques du Danemark de l'âge des Vikings ont révélé que les filets pouvaient également être construits à partir de fibres de libère, dérivées de l'écorce de chêne ou de tilleul, des matériaux qui auraient été facilement disponibles dans les forêts du Nord. Le travail de nouage lui-même employait des techniques spécifiques qui ont été préservées dans les découvertes archéologiques et reconstituées par les chercheurs modernes. Les nœuds de cabestan et les nœuds d'écoute apparaissent de manière répétée dans les fragments de filets retrouvés. Ces nœuds particuliers, offrant la bonne combinaison de sécurité et de flexibilité pour les filets de pêche. La taille des mailles variait considérablement en fonction des espèces ciblées, et de plus en plus au cours de la période médiévale, des exigences légales conçues pour empêcher la surpêche des spécimens juvéniles. Un filet de pêche, cependant, se compose de plus que de simples ficelles et de nœuds. Pour fonctionner correctement sous la glace, les filets nécessitaient des accessoires qui les positionneraient correctement dans la colonne d'eau. Des flotteurs en écorce de bouleau ou de pin roulé maintenaient le bord supérieur des filets à la profondeur appropriée sous la glace. Ces matériaux naturels étaient abondants dans les forêts d'Europe du Nord, faciles à travailler, et possédèrent la propriété cruciale de rester flottants, même lorsqu'ils étaient gorgés d'eau. Au bord inférieur, des poids remplissaient la fonction opposée, maintenant la partie inférieure du filet vers le bas, afin qu'il forme une barrière verticale que les poissons ne pouvaient pas simplement contourner par le dessous. Les poids en pierre, avec des trous percés, représentent le type le plus courant trouvé dans les contextes archéologiques, leur simplicité démentant leur efficacité. Des fragments de poterie avec des trous percés servaient à des fins similaires, donnant un usage productif aux récipients cassés. Des laisses en stéatite apparaissent en nombre significatif sur les sites vikings, cette pierre tendre étant facile à tailler dans les formes et les poids désirés. La préservation des filets représentait un autre défi que les pêcheurs médiévaux relevaient avec une ingéniosité caractéristique. L'immersion constante dans l'eau froide, le frottement contre les bords de la glace et la contrainte mécanique de la remontée des prises mettaient les fibres des filets à rude épreuve. Pour prolonger la durée de vie utile de ces instruments coûteux et longs à fabriquer, les pêcheurs les traitaient avec des revêtements protecteurs. L'huile de lin, mélangée à du goudron de pin, s'est imposée comme le conservateur le plus courant dans toute l'Europe du Nord, ces deux matériaux étant facilement disponibles et bien adaptés à la tâche. L'huile de lin pénétrait dans les fibres, tandis que le goudron de pin créait un revêtement protecteur qui résistait à la détérioration par l'eau et aux dommages causés par la glace. Pour les pêcheurs qui pouvaient passer des semaines à construire un seul filet de taille et de qualité adéquate, de telles techniques de préservation n'étaient pas des luxes optionnels, mais un entretien essentiel qui affectait directement leur viabilité économique. La pêche à la ligne à travers des trous dans la glace représentait une approche plus simple que les pêcheurs individuels pouvaient pratiquer sans l'investissement en capital requis pour de grands filets. La configuration de base nécessitait de percer un trou comme décrit précédemment, puis de laisser tomber des lignes lestées à travers l'ouverture à la profondeur qui semblait la plus prometteuse, en se basant sur la connaissance locale du comportement des poissons. Les lignes elles-mêmes étaient fabriquées à partir de plusieurs matériaux possibles, chacun avec des avantages et des inconvénients distincts. Le chanvre d'ortie était le plus largement utilisé,
apprécié pour sa combinaison de solidité et de résistance raisonnable à l'eau. Le crin de cheval et la soie produisaient des lignes plus fines adaptées aux petits poissons, ou aux situations nécessitant une délicatesse particulière, bien que leur coût les mette hors de portée de la plupart des pêcheurs de subsistance. Le fil de lin était régulièrement employé, sa disponibilité et sa facilité de travail le rendant populaire malgré une résistance un peu plus faible par rapport au chanvre d'ortie. À l'époque viking, les pêcheurs utilisaient même des intestins de moutons, de vaches ou de morses comme ligne de pêche, les matériaux naturels produisant des cordes remarquablement solides et flexibles lorsqu'ils étaient correctement préparés. Les hameçons eux-mêmes présentèrent des conceptions qui avaient remarquablement peu changé depuis l'époque romaine. Les hameçons en fer à simple courbure ronde dominaient, dotés soit d'un œillet ouvert pour attacher la ligne, soit d'une extrémité en spatule qui pouvait être liée avec une corde. Un hameçon du 9e ou 10e siècle retrouvé à West Hythe dans le Kent mesurait environ 4 pouces de long, représentant une taille assez standard pour la pêche générale. Les collections archéologiques contiennent de nombreux exemples de tels hameçons, leur conception de base s'avérant si efficace qu'elle n'a nécessité aucune refonte fondamentale au fil des siècles. La construction des cannes utilisait des matériaux facilement disponibles dans les forêts européennes. Le noisetier s'est imposé comme le choix standard pour les cannes à pêche, ce bois flexible offrant la bonne combinaison de solidité et d'élasticité pour supporter la tension de la lutte avec le poisson et de sa remontée à travers les trous de glace. Pour lancer des lignes lestées, les pêcheurs médiévaux ont développé la méthode du bâton fourchu, utilisant des manches de 50 à 70 cm pour atteindre une précision surprenante. Les praticiens qualifiés pouvaient lancer des hameçons appâtés à 40 mètres avec précision, leur permettant de pêcher au-delà des environs immédiats de leur trou de glace. Une innovation particulièrement astucieuse consistait à utiliser un petit bâton fendu suspendu le long du fil tendu comme indicateur de touche. Lorsqu'un poisson mordait à l'appât et tirait sur la ligne, le bâton fendu bougeait ou tombait, alertant le pêcheur même s'il ne surveillait pas constamment la ligne. Ce dispositif simple signifiait qu'un pêcheur pouvait s'occuper de plusieurs lignes simultanément, augmentant considérablement sa productivité. L'appât d'hiver présentait des défis qui nécessitaient à la fois ingéniosité et préparation anticipée. Pendant les mois plus chauds, les vers de terre pouvaient être facilement ramassés et constituaient un excellent appât polyvalent. Mais à la fin de l'automne et en hiver, les vers actifs devenaient rares, car ils s'enfouissaient profondément dans le sol gelé, hors de portée pratique. Les pêcheurs médiévaux ont répondu avec une variété d'appâts alternatifs. De la pâte, parfois mélangée à des odeurs ou des saveurs attrayantes, pouvait être façonnée en boules ou en formes adaptées aux hameçons. De petits morceaux de viande animale, vraisemblablement provenant de bétail abattu, servaient à des fins similaires. Le grain germé traité à l'argile créait une autre option, le processus de germination libérant peut-être des odeurs attrayantes, tandis que l'argile aidait la pâte à rester sur l'hameçon. Pour les anguilles en particulier, la viande avariée s'est avérée particulièrement efficace, s'en mêlant dans les nombreuses petites dents des anguilles et les retenant assez longtemps pour être remontées. La technique de la pêche au harpon des anguilles en hibernation mérite une attention particulière, car elle révèle à la fois la sophistication des connaissances écologiques médiévales et l'importance économique de cette espèce particulière. Les anguilles présentent un comportement hivernal remarquable qui les rendait vulnérables à des méthodes de chasse spécialisées. Lorsque les températures de l'eau chutaient en automne, les anguilles cessaient leur nage active habituelle et s'enfouissaient ensemble dans la boue au fond des estuaires et des rivières. Ces regroupements d'hibernation, parfois appelés nids d'anguilles par les pêcheurs, pouvaient contenir des dizaines, voire des centaines d'individus serrés les uns contre les autres dans un état de dormance. Un pêcheur qui pouvait localiser un tel nid pouvait attraper plus d'anguilles en une seule session que des semaines de pêche conventionnelles ne le permettraient. La technique elle-même était simple, mais nécessitait un équipement spécifique et une patience considérable. D'abord, les pêcheurs identifiaient les emplacements probables des nids d'anguilles, généralement des zones avec des fonds boueux mous, en eau, relativement peu profondes. Ils perçaient des trous dans la glace, au-dessus de ces endroits, puis utilisèrent des harpons en fer à plusieurs dents montés sur de longues perches. Le pêcheur sondait et fouillait dans la boue, cherchant la résistance qui indiquait la présence d'anguilles entassées en dessous.
Lorsqu'un nid était localisé, le harpon était enfoncé, ses multiples dents embrochant plusieurs anguilles à la fois. Les ardillons, ou les bords dentelés de ses dents, empêchèrent les anguilles de se tortiller et de se libérer lorsqu'elles étaient remontées à travers le trou de glace. Des sources historiques mentionnent le travail à la lumière des lanternes, suggérant que cette pêche pouvait se poursuivre dans la nuit, prolongeant les heures productives pendant les courtes journées d'hiver. L'équipement spécialisé utilisé pour la pêche à l'anguille au harpon reflète l'importance économique de ces poissons. L'Alstecher, comme on l'appelait dans les régions germanophones, comportait 2 bras ou plus montés sur une perche substantielle assez longue pour atteindre les fonds boueux des voies navigables gelées. Les dents en fer elles-mêmes intégraient des éléments de conception sophistiqués. Les ardillons étaient inclinés vers l'arrière, de sorte que les anguilles percées par le harpon en progression ne pouvaient pas glisser lorsqu'il était retiré. Les bords dentelés offraient des surfaces de préhension supplémentaires. Certains harpons présentaient des conceptions en forme de chardon spécifiquement destinées aux anguilles d'hiver, qui développaient d'épaisses couches de graisse en préparation de leur migration printanière. Cette graisse les rendait particulièrement glissantes et difficiles à retenir, nécessitant des conceptions d'ardillons plus agressives. L'importance économique des anguilles dans l'Europe médiévale peut difficilement être surestimée. Le Domesday Book, cette remarquable enquête sur l'Angleterre compilée après la conquête normande, enregistre 77 pêcheries, dans le seul Lincolnshire payant un loyer à leur seigneur, certaines livrant de 1500 à 2500 anguilles par an. Une charte du Xe siècle révèle une demande annuelle étonnante de 60 000 anguilles du village de Wells, à payer au monastère de Ramsay, représentant l'une des plus grandes rentes en anguilles enregistrées dans l'Angleterre médiévale. Au milieu du XVe siècle, les anguilles de qualité supérieure, qui étaient des anguilles argentées en phase de reproduction, atteignaient des prix 3 fois supérieurs à ceux du saumon et 2 fois supérieurs à ceux de l'esturgeon. Les régimes alimentaires du début de l'ère anglo-saxonne intégraient l'anguille à hauteur d'environ 1/5 de l'apport en protéines à l'intérieur des terres, pouvant atteindre 1/3 dans les établissements situés le long des rivières, où les anguilles étaient particulièrement abondantes. Les variations régionales dans les techniques de pêche sur glace reflètent à la fois les traditions culturelles et les adaptations environnementales. En Scandinavie intérieure, la pêche sur glace est devenue une pratique courante dès que les lacs gelaient, une nécessité dans des régions qui restaient gelées pendant des mois. La Russie a développé des approches particulièrement distinctives de la pêche sur glace. Des fouilles archéologiques ont révélé des cuillères en fer, des leurres artificielles qui étaient dandines de haut en bas à travers les trous de glace pour attirer les poissons prédateurs. Ces cuillères étaient façonnées en fer ou en métaux non ferreux, et dans certains cas même à partir de brindilles sculptées ou de plaques façonnées lorsque le métal n'était pas disponible. La tradition russe comprenait également des fourches, avec une ligne de pêche enroulée en 8, et des postavouchki, des dispositifs circulaires qui faisaient clairement partie d'une boîte à outils sophistiquée pour la pêche sur glace. L'Angleterre anglo-saxonne se concentrait fortement sur la pêche à l'anguille au harpon, reflétant à la fois l'abondance d'anguilles dans les eaux des fens et leur extraordinaire valeur économique. Le défi de rester au chaud et au sec, tout en travaillant sur la glace dans des conditions médiévales, peut difficilement être surestimé. Les pêcheurs sur glace modernes s'emmitouflent dans des vêtements synthétiques isolants, des bottes imperméables et des équipements spécialisés conçus spécifiquement pour la pêche par temps froid. Les pêcheurs médiévaux ne disposaient d'aucun de ces matériaux, s'appuyant plutôt sur des fibres naturelles, des produits d'origine animale et des connaissances accumulées sur la manière de se protéger d'éléments qui pouvaient tuer en quelques minutes si les vêtements faisaient défaut. Le risque constant de tomber à travers la glace signifiait que tout vêtement devait offrir une certaine protection, même mouillée, une exigence qui éliminait de nombreux matériaux autrement chauds. La laine s'est imposée comme le principal matériau pour les vêtements de temps froid dans toute l'Europe médiévale, sa domination étant basée sur des propriétés qui restent pertinentes aujourd'hui. La laine procure de la chaleur même lorsqu'elle est mouillée, un avantage essentiel lorsque l'on travaille autour de l'eau et de la glace. Le revêtement naturel de l'anoline sur les fibres de laine crée des propriétés hydrofuges qui pouvaient être maintenues et améliorées en réappliquant de la lanoline supplémentaire au besoin. La laine foulée,
qui avaient été battus et compressés pendant le processus de fabrication du tissu, résistaient remarquablement bien à la pluie pour une fibre naturelle. Le résultat était des vêtements qui, bien que loin d'être parfaitement imperméables selon les normes modernes, offraient une protection raisonnable contre l'humidité et le froid qui caractérisaient la pêche hivernale. Le cuir servait pour les chaussures et les vêtements d'extérieur, sa durabilité et son potentiel d'imperméabilisation le rendant précieux, malgré le coût de production. Le cuir correctement traité pouvait être rendu relativement imperméable par des applications de suif ou de cire, deux matériaux disponibles pour les artisans médiévaux. Dans les régions du Nord, la graisse de phoque était utilisée pour graisser les vêtements en cuir, offrant des propriétés hydrofuges et une isolation supplémentaire. La lanoline aidait le cuir à résister à l'eau, tout comme elle le faisait pour les fibres de laine, créant un système complémentaire où les vêtements en cuir et en laine travaillaient ensemble pour maintenir les pêcheurs fonctionnels dans des conditions brutales. Des vêtements spécifiques combinaient ces matériaux en système de protection adapté aux conditions locales et aux moyens individuels. D'épais manteaux de laine servaient aux voyageurs et aux travailleurs en extérieur dans toute l'Europe médiévale, offrant à la fois chaleur et protection raisonnable contre les intempéries. Ceux qui pouvaient s'offrir un tel luxe pouvaient doubler leur manteau de fourrure, ajoutant une isolation substantielle et du prestige simultanément. Les Vikings utilisaient des manteaux de laine rugueuse appelés vararfeldr spécifiquement pour la protection contre la pluie et la neige, le tissage lourd et la teneur en lanoline évacuant l'eau de manière adéquate pour la plupart des conditions. Dans les régions du Nord, un vêtement spécialisé appelé le gugel offrait une protection cruciale pour la tête, le cou et les épaules. Ce couvre-chef en forme de capuche, souvent en lin ciré imperméable, protégeait les zones particulièrement vulnérables au froid et à l'humidité. Des bas et des jambières en laine fournissaient une chaleur supplémentaire dans les climats froids, l'approche par couche permettant aux pêcheurs d'ajuster l'isolation en fonction du niveau d'activité et des conditions. Pourtant, nous ne devons pas idéaliser ces mesures de protection. Les pêcheurs médiévaux travaillant sur la glace avaient froid, étant souvent mouillés et constamment exposés au risque d'exposition. Les engelures et l'hypothermie représentaient de véritables menaces qui tuaient ou mutilaient ceux dont les vêtements faisaient défaut, ou qui jugeaient mal les conditions. Le courage nécessaire pour s'aventurer sur des lacs gelés en vêtements médiévaux ne peut être surestimé. Ce que nous pourrions accomplir avec un équipement moderne dans un confort relatif exigeait une endurance extraordinaire et une acceptation de l'inconfort de la part de nos prédécesseurs médiévaux. L'habileté et l'expérience devenaient cruciales pour la survie, pas seulement pour le succès de la pêche. Savoir quand la glace était sûre, comprendre combien de temps on pouvait travailler en toute sécurité dans des conditions données, reconnaître les premiers signes d'une exposition dangereuse au froid, ces formes de connaissances séparaient ceux qui survivaient à la pêche hivernale de ceux qui n'y parvenaient pas. Le transport et le stockage de l'équipement présentaient des défis logistiques qui nécessitaient des solutions simples mais efficaces. Des paniers à poissons tressés en osier ou autres matériaux souples permettaient aux pêcheurs de transporter leurs prises tout en gardant les mains libres pour d'autres tâches. Des traîneaux pouvaient transporter l'équipement sur la glace et ramener des charges substantielles de poissons sur la rive, leurs larges patins répartissant le poids pour réduire le risque de passer à travers les zones minces. Les matériaux pour faire du feu revêtaient une importance cruciale pour la pêche hivernale, fournissant à la fois de la chaleur pendant les longues sessions et de la lumière pour pêcher la nuit lorsque les jours d'hiver étaient brefs. Les espèces que les pêcheurs médiévaux ciblaient à travers la glace variaient considérablement en fonction des eaux régionales, des mouvements saisonniers et de la valeur économique. En eau douce, le brochet, la perche et le gardon constituaient des prises courantes dans les lacs gelés. Le brochet en particulier restait prédateur et quelque peu actif même en eau froide, ce qui en faisait une cible intéressante pour la pêche à la ligne à travers les trous de glace. La perche se rassemblait en bancs, qui s'ils étaient localisés, pouvaient fournir des prises substantielles. Le gardon, bien que moins prestigieux que certaines espèces, offrait des protéines fiables. La truite, appréciée à l'époque, comme aujourd'hui pour sa saveur, pouvait être pêchée à travers la glace, dans des eaux appropriées. La lotte,
Une espèce qui devient paradoxalement plus active en hiver lorsque d'autres poissons deviennent léthargiques, représentait une opportunité spécifique à l'hiver. Des fouilles archéologiques, au lac Messna, en Norvège, ont identifié la truite et la perche comme les principales cibles médiévales, bien que les découvertes comprenaient également de l'éperlan, du corégone, du verron commun, du brochet et du chabot. La pêche au saumon, à travers la glace, mérite une mention particulière, car des sources historiques font spécifiquement référence à cette pratique. Le saumon est devenu célèbre pour la pêche sur glace à l'intérieur des terres, avec des trous percés dans les cours d'eau gelés où ces poissons migrateurs étaient présents. Les complications des schémas de migration du saumon signifiaient que la présence hivernale variait considérablement selon le lieu et le moment. Mais là où le saumon pouvait être pêché à travers la glace, sa grande valeur justifiait l'effort. Il s'agissait de gros poissons prestigieux qui atteignaient des prix élevés et fournissaient des rendements protéiques substantiels. Comprendre le comportement saisonnier des poissons était crucial pour une pêche hivernale réussie. Lorsque les températures chutaient à la fin de l'automne, les poissons avaient tendance à aller en profondeur et devenir paresseux, comme le décrivait poétiquement une source médiévale. L'eau froide ralentissait leur métabolisme, réduisant leur niveau d'activité et les rendant moins enclins à chasser les appâts ou à nager dans les filets. Les poissons se rassemblaient dans des trous et des fosses plus profonds, où la température de l'eau restait légèrement plus stable que dans les bas-fonds qui pouvaient geler jusqu'au fond. Ils recherchaient des zones alimentées par des sources où une eau plus chaude percolait depuis des sources souterraines. Ces schémas comportementaux rendaient les poissons à la fois plus difficiles à attraper, en raison de leur activité réduite, mais aussi plus prévisibles, car les pêcheurs qui comprenaient les schémas hivernaux savaient où concentrer leurs efforts. C'est là que le savoir générationnel devenait inestimable. Comprendre quelle fosse profonde d'un lac particulier abritait des brochets en hiver, quel méandre d'une rivière attirait les perches, quel fond boueux hébergeait des nids d'anguilles. Cette information ne pouvait être lue dans les livres ou apprise par une brève instruction. Elle s'accumulait au fil des années et des décennies d'observation, affinées par essais et erreurs, transmises de père en fils et partagées au sein des communautés de pêcheurs. Un pêcheur travaillant dans des eaux familières possédait un avantage énorme sur quelqu'un qui tentait de pêcher dans un lac inconnu, peu importe la qualité de son équipement ou de sa technique. Le calendrier de la pêche lui-même variait considérablement à travers l'Europe médiévale en fonction du climat et de la géographie. Pendant les périodes de gel hivernal complet, lorsque la glace recouvrait les cours d'eau, la pêche au trou devenait l'approche principale. Les filets poussaient sous la glace, les lignes descendues, à travers les trous, et la pêche à l'anguille au harpon dans la boue caractérisait cette saison. Le début et la fin de l'hiver présentèrent des périodes de transition où la glace se formait ou commençait à se briser. Ces moments offrirent des opportunités car la glace restait assez mince pour être facilement brisée, mais assez solide pour supporter les pêcheurs. Cependant, ils présentaient également un danger maximal, car les conditions de la glace pouvaient être traîtres et imprévisibles. Les rendements des prises et leurs implications économiques variaient entre la pêche de subsistance et la pêche commerciale. Pour les ménages paysans pratiquant une pêche saisonnière à temps partiel, la prise nourrissait principalement la famille du pêcheur. Même des rendements modestes étaient importants pour la survie, fournissant des protéines pendant les mois d'hiver maigres, lorsque d'autres sources avaient été épuisées. Les pêcheurs d'hiver professionnels faisaient face à des calculs différents. Les pêcheurs d'anguilles au harpon qui pouvaient attraper des centaines d'individus en une seule session étaient engagés dans des opérations commerciales qui généraient des revenus par la vente plutôt que par la consommation directe. Ces spécialistes dépendirent de la pêche pour la majorité de leurs revenus, bien que les restrictions saisonnières signifiaient qu'ils devaient diversifier leurs activités tout au long de l'année. Les poissons que les pêcheurs médiévaux tiraient des trous de glace commençaient à se gâter en quelques jours s'ils n'étaient pas traités, transformant de précieuses protéines en déchets. Le froid de l'hiver offrait un certain avantage de conservation par rapport à la chaleur de l'été. Mais le poisson restait très périssable. Sans réfrigération ni technologie de conservation moderne, les communautés médiévales avaient besoin de méthodes capables de prolonger la durée de vie utile des prises de poissons de quelques jours à des semaines, voire des mois.
La sophistication et l'importance économique des techniques de conservation peuvent difficilement être surestimées, car elles transformaient les prises saisonnières en ressources disponibles toute l'année et permettaient les vastes réseaux de commerce du poisson qui sous-tendaient l'économie de l'Europe du Nord. Le salage représentait la méthode de conservation la plus courante, aux côtés du séchage. La technique était ancienne et simple: emballer le poisson dans du sel ou l'immerger dans de la saumure, et le sel extrayait l'humidité tout en créant un environnement hostile aux bactéries responsables de la décomposition. Le poisson salé, généralement de la morue qui avait été salée et marinée en saumure, pouvait se conserver des mois s'il était correctement préparé et stocké. Le hareng blanc recevait un traitement similaire, ces poissons salés et marinés devenant disponibles vers la fin de la saison fraîche, lorsque les prises dépassaient la capacité de consommation immédiate. Le sel lui-même représentait une denrée précieuse qui devait être achetée ou échangée, son coût le plaçant hors de portée des pêcheurs les plus pauvres pour un usage quotidien. Pourtant, le retour économique de la conservation justifiait l'investissement. Un pêcheur qui pouvait conserver sa prise hivernale pouvait vendre du poisson au printemps et en été, lorsque les approvisionnements frais atteignaient la plus faible et les prix plus élevés, prolongeant ainsi efficacement la saison productive sur des mois où la pêche sur glace était impossible. Le séchage offrait une approche alternative ou complémentaire qui nécessitait des conditions différentes mais évitait le coût du sel. Le stockfish, la spécialité norvégienne, consistait en de la morue fendue en deux et fixée sur des perches où elle séchait à l'air. L'archipel des Lofoten offrait des conditions climatiques idéales pour cette méthode de conservation. L'air sec pendant les mois d'hiver, combiné à des températures avoisinant le point de congélation, généralement entre 0 et 5 degrés Celsius, créait des conditions de séchage parfaites. Cette plage de température s'est avérée cruciale, assez froide pour empêcher la pourriture et l'infestation par les insectes, mais pas si froide que des cristaux de glace se formeraient et endommageraient les fibres du poisson. La morue séchée de cette manière pouvait être produite sans ajouter de sel, réduisant les coûts tout en créant un produit qui pouvait se conserver des années s'il était gardé au sec. Le poisson séché devenait dur comme du bois, nécessitant une réhydratation avant consommation, mais sa légèreté et sa durabilité en faisaient un produit idéal pour le commerce à longue distance. Le fumage représentait une troisième approche de conservation, utilisée dans une moindre mesure que le salage ou le séchage, mais néanmoins significative dans certains contextes. Le hareng sour, qui désignait le hareng fumé plutôt que l'usage métaphorique que nous connaissons aujourd'hui, devenait disponible plus tard dans la saison. Le processus de fumage ajoutait une saveur distinctive tout en conservant le poisson. L'économie du poisson conservé révèle la véritable ampleur du commerce médiéval du poisson. Le poisson salé et conservé était vendu en quantité impressionnante dans des régions très éloignées, créant des réseaux commerciaux qui couvraient le continent. Des keepers de la mer du Nord apparaissaient sur les marchés de Constantinople, démontrant que le poisson pêché dans les eaux froides du Nord pouvait finalement nourrir des consommateurs à des milliers de kilomètres de là. Les registres de prix révèlent la valeur économique des différentes espèces et méthodes de conservation. Dans les années 1450, les anguilles de qualité supérieure atteignaient des prix 3 fois supérieurs à ceux du saumon et 2 fois supérieurs à ceux de l'esturgeon, ce qui en faisait l'un des poissons les plus précieux sur les marchés européens. Les pêcheries de morue ont stimulé l'économie norvégienne, la morue de l'Arctique norvégien étant importée dans l'est de la Baltique au XIIIe et XIVe siècle. Au XVe siècle, des pêcheries locales de morue de l'est de la Baltique s'étaient développées, remplaçant les importations par une production nationale. Les économies monastiques créaient une demande particulièrement substantielle et fiable de poissons. Les monastères servaient simultanément de grands consommateurs et producteurs, leurs restrictions alimentaires religieuses assurant un besoin constant, tandis que leurs ressources permettaient d'investir dans des étangs piscicoles. Ces étangs fournissaient un accès toute l'année à du poisson frais, avec des carpes, des tanches et des brochets élevés dans des environnements contrôlés, tandis que les monastères achetaient également de grandes quantités de poissons conservés pour la consommation hivernale. La chaîne allant de la glace hivernale à la subsistance tout au long de l'année démontre la nature intégrée de l'économie de la pêche médiévale. Un poisson pêché à travers la glace en janvier pouvait être salé le jour même, stocké pendant l'hiver et le printemps, transporté sur des centaines de kilomètres pendant l'été,
et finalement consommé en juillet par quelqu'un qui n'a jamais vu le lac gelé où il a été pêché. Les technologies de conservation ont permis cette extension temporelle et géographique, transformant une activité saisonnière et localisée en un système s'étendant sur toute l'année et sur tout le continent. La pêche médiévale ne se déroulait pas dans une anarchie non réglementée où n'importe qui pouvait pêcher n'importe où à volonté. Au contraire, les droits de pêche étaient étroitement contrôlés, largement réglementés et vigoureusement défendus par ceux qui les détenaient. Le système féodal qui organisait la société médiévale étendait sa logique hiérarchique aux ressources naturelles, y compris les eaux poissonneuses. Les souverains, des rois aux seigneurs de rang inférieur, faisaient respecter des droits exclusifs de chasse et de pêche sur les terres qu'ils contrôlaient. Les nobles qui détenaient des territoires de leurs suzerains contrôlaient à leur tour les eaux de leur domaine. Des rivières entières ou des bassins versants pouvaient être soustraits à la pêche libre, réservés à l'usage exclusif de leurs propriétaires féodaux ou de ceux qui bénéficiaient de privilèges spéciaux. Vers l'an 1300, diverses organisations ecclésiastiques possédaient la plupart des réserves de pêche dans une grande partie de l'Europe. Ces droits exclusifs n'étaient pas de simples revendications théoriques, mais des privilèges activement appliqués, soutenus par la loi et si nécessaire par la force. Les droits de pêche pouvaient être loués à des pêcheurs contre des redevances, créant des sources de revenus pour les seigneurs féodaux, tout en fournissant un accès à ceux qui étaient prêts à payer. Un exemple de 1170 rapporte que les évêques de Lodi louaient des droits de pêche accordés par l'empereur à des pêcheurs en échange de paiement. Les paysans maritimes qui gagnaient leur vie comme sauniers, marins, pêcheurs et oiseleurs payaient des amendes et des licences à leurs seigneurs pour le privilège d'exercer ces métiers. Le braconnage, la prise illégale de poissons dans des eaux où l'on n'avait pas de droit, constituait un crime grave dans toute l'Europe médiévale. En Angleterre, les lois forestières de Guillaume Ier restreignaient sévèrement les droits de chasse et de pêche, imposant des peines sévères, y compris des mutilations telles que l'aveuglement pour ceux qui tuaient des cerfs, bien que Guillaume lui-même ait largement aboli la peine de mort en faveur de ces châtiments corporels brutaux. Les souverains ultérieurs, en particulier Guillaume le Roux, ont augmenté la sévérité des peines jusqu'à inclure l'exécution. Cette sévérité reflétait la valeur accordée aux droits exclusifs de chasse et de pêche par ceux qui les détenaient. Cependant, la peine de mort pour braconnage s'est avérée insoutenable. En 1217, la Charte de la Forêt a aboli la peine capitale pour la prise de venaison, la remplaçant par de lourdes amendes ou l'emprisonnement. En 1244, la nouvelle Charte de la Forêt d'Henri III a confirmé que les peines pour braconnage seraient des amendes plutôt que l'exécution ou la mutilation. Néanmoins, même ces amendes pouvaient représenter des fardeaux substantiels pour les pêcheurs pauvres. La résistance paysanne aux droits privés exclusifs prenait diverses formes, du braconnage pur et simple à l'insistance sur les droits communs. Les archives historiques documentent que les ménages paysans résistaient régulièrement aux tentatives de restreindre l'accès aux ressources locales qu'ils avaient traditionnellement utilisées. Le concept de droit de pêche commun représentait des arrangements de partage seigneurial similaires aux champs communs pour l'agriculture. Dans ce système, tous les résidents d'un manoir pouvaient avoir le droit de pêcher dans certaines eaux, pour leur propre consommation, bien que la pêche commerciale restât restreinte. Ce qui rend les réglementations de pêche médiévale particulièrement frappantes, c'est leur surprenante sophistication en matière de conservation. On pourrait s'attendre à ce que les gens du Moyen Âge exploitent les ressources sans se soucier de la durabilité. Pourtant, les archives historiques révèlent une véritable compréhension des besoins de conservation et des tentatives systématiques pour prévenir la surpêche. Les réglementations de protection de la fraie exigeaient des filets à mailles plus larges de la fête de la Saint-Rémy à Pâques, garantissant que les jeunes poissons puissent passer à travers et atteindre l'âge de reproduction avant d'être récoltés. L'accès aux berges était restreint pendant les périodes de frai, lorsque les poissons pondaient leurs œufs dans les eaux peu profondes, près des rives. Ces réglementations démontrent une compréhension claire que les populations de poissons nécessitaient une protection pendant la reproduction, sans quoi les rendements diminueraient les années suivantes.
Des restrictions saisonnières ciblaient des méthodes de pêche particulièrement intensives pour prévenir la surexploitation. Dans le sud de la France, la pêche était interdite pendant les mois d'été. En Languedoc, les techniques de pêche intensive n'étaient autorisées que de l'avant à mars, ciblant délibérément la période du carême où la demande de poissons culminait en raison des exigences de jeûnes religieux. La protection spécifique à certaines espèces est apparue remarquablement tôt. Le roi Édouard Ier d'Angleterre a interdit la pêche printanière aux congres pro salvation congrorum, pour le salut des congres, après avoir observé un déclin de la population. Il a spécifiquement demandé aux pêcheurs de capturer du maquereau à la place, de Pâques au 24 juin, réorientant la pression de pêche vers une espèce plus abondante. Les ordonnances françaises se sont concentrées sur la conservation de la pêche en eau douce, à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Les premières ordonnances de ce type sont apparues en 1289, 1291, 1317 et 1326. Ces lois n'étant pas de simples déclarations d'intention, mais des réglementations activement appliquées. Les maîtres des eaux et forêts avaient le pouvoir de confisquer et de brûler les pièges illégaux, d'infliger des amendes à leurs propriétaires et de veiller de manière générale au respect des lois sur la pêche. La réalité vécue des pêcheurs médiévaux impliquait de naviguer dans ce système complexe de droits, de restrictions et de réglementations. Les pêcheurs professionnels qui tiraient la plupart de leurs revenus de la pêche, payant généralement les redevances requises et suivaient les réglementations, du moins lorsque les forces de l'ordre étaient présentes. Même les pêcheurs professionnels ne pouvaient pas se spécialiser exclusivement dans la pêche toute l'année. Les restrictions saisonnières signifiaient que les saisons de pêche ne duraient souvent que d'1 à 3 mois, selon les espèces et les lieux. Cela forçait une diversification professionnelle. Un pêcheur professionnel pouvait pêcher intensivement pendant les saisons autorisées, puis travailler comme agriculteur pendant les semailles de printemps et la récolte. L'histoire de la pêche sur glace médiévale révèle un monde d'une ingéniosité remarquable opérant dans des contraintes sévères. Nous avons vu comment les pêcheurs perçaient une glace épaisse en n'utilisant rien de plus sophistiqué que des haches à bois et des ciseaux en fer, créant un accès aux eaux gelées par pur effort physique. Nous avons exploré les techniques qu'ils ont développées pour attraper des poissons qu'ils ne pouvaient pas voir. Des filets poussés sous la surface de la glace entre plusieurs trous, des lignes lestées descendues à travers des ouvertures, des harpons spécialisés enfoncés dans la boue pour embrocher des anguilles en hibernation. Nous avons examiné les outils qu'ils façonnaient à partir de matériaux simples, des filets de chanvre imperméabilisés à l'huile de lin et au goudron de pin, des hameçons en fer qui avaient peu changé depuis l'époque romaine, des flotteurs en écorce de bouleau et des lestes en pierre. La nécessité qui a motivé cette innovation découlait de pressions économiques, religieuses et de survie convergente. Le commerce du poisson soutenait l'économie de l'Europe du Nord. L'Église médiévale imposait la consommation de poissons pendant 150 jours ou plus sans viande par an, et l'hiver représentait la saison de vaches maigres, où une pêche réussie pouvait faire la différence entre l'aisance et la faim. Une connaissance approfondie du comportement des poissons et des conditions de l'eau, où les brochets se rassemblaient dans les trous profonds en hiver, quels fonds boueux abritaient des nids d'anguilles, comment le saumon se déplaçait dans les cours d'eau gelée, séparait les pêcheurs sur glace prospères de ceux qui luttaient ou périssaient. Ce savoir s'accumulait sur des générations et ne pouvait être acquis rapidement, exigeant une familiarité intime avec les eaux locales en toute saison et la capacité de lire les conditions de la glace pour la sécurité. L'adaptation au climat rigoureux du petit âge glaciaire a fait passer ces techniques de pratiques occasionnelles à des nécessités régulières. À mesure que les températures chutaient et que les voies navigables européennes gelaient, avec une fiabilité et une durée croissantes, les communautés qui avaient principalement pêché pendant les mois plus chauds ont dû développer des méthodes hivernales efficaces ou faire face à une sécurité alimentaire réduite et à des opportunités économiques perdues. La sophistication surprenante évidente dans les réglementations de conservation médiévale révèle une conscience que les populations de poissons nécessitaient une protection pour rester productives. Les restrictions de la saison de frai, les exigences de taille des mailles, les interdictions spécifiques à certaines espèces en réponse aux déclins observés.
Ce n'étaient pas des innovations modernes, mais des pratiques médiévales, démontrant une compréhension claire que l'exploitation présente devait être équilibrée avec les rendements futurs. La pêche sur glace médiévale n'était pas une activité isolée, mais plutôt une partie intégrante de systèmes économiques, sociaux et religieux complexes. Le poisson pêché à travers la glace, entré dans des réseaux commerciaux couvrant le continent, était conservé grâce à des techniques sophistiquées de salage et de séchage, nourrissait des communautés monastiques dont les règles religieuses interdisant la viande, remplissait des obligations féodales mesurées en milliers d'anguilles par an, et soutenait les ménages paysans pendant les mois les plus rudes de l'hiver. En regardant en arrière de notre perspective moderne, nous pouvons tracer à la fois une continuité et un changement spectaculaire. Les tarières motorisées d'aujourd'hui accomplissent en quelques secondes ce qui prenait aux pêcheurs médiévaux de pénibles minutes de travail à la hache. Pourtant, l'objectif fondamental reste identique. Les lois de conservation modernes protégeant les saisons de frai et réglementant la taille des mailles ont des origines médiévales claires, démontrant que la conscience de la durabilité n'est pas un développement récent, mais a des racines qui remontent à des siècles. La pêche sur glace médiévale offre des leçons qui vont au-delà de la curiosité historique. Elle révèle comment l'ingéniosité et l'adaptation peuvent atteindre des résultats remarquables avec des ressources limitées. Elle démontre que la conscience de la conservation et la gestion des ressources ne sont pas des inventions modernes. L'importance des connaissances écologiques locales, accumulées sur des générations et ancrées dans les communautés, émerge comme un thème d'une pertinence directe pour la gestion environnementale actuelle. L'impact du climat sur les moyens de subsistance, si évident pendant le petit âge glaciaire, résonne particulièrement fort à notre époque de changement climatique, montrant comment des conditions changeantes remodèlent des systèmes économiques entiers et forcent les communautés à s'adapter ou à faire face au déclin. L'héritage durable des pêcheurs sur glace médiévaux apparaît dans de multiples dimensions de la vie moderne. Les traditions culinaires présentent encore du poisson salé et du stockfish, des plats dont les origines remontent directement aux techniques de conservation médiévales. Les cadres juridiques régissant les droits de pêche et les lois de conservation ont évolué à partir de précédents médiévaux. Les structures économiques des réseaux de commerce du poisson suivent des schémas établis lorsque les marchands hanséatiques expédièrent du poisson conservé à travers l'Europe médiévale. La compréhension environnementale de la gestion des espèces et des rendements durables s'appuie sur les fondements de connaissances posés par les pêcheurs et les régulateurs médiévaux qui ont reconnu que les populations de poissons pouvaient être épuisées par la surexploitation. Ces pêcheurs médiévaux ont démontré que primitif ne signifie pas simple ou peu sophistiqué, que des gens travaillant avec des outils de base pouvaient développer des solutions remarquablement efficaces à des défis complexes. Ils ont montré que la conscience environnementale et la pratique de la conservation ont des racines historiques profondes, n'émergeant pas soudainement au cours des dernières décennies, mais s'appuyant sur des siècles de compréhension accumulée. Ils ont prouvé que les communautés humaines, confrontées à des pressions existentielles dues au climat, à l'économie et à la survie, peuvent s'adapter, innover et créer des systèmes qui se maintiennent à travers les générations. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les eaux gelées de l'Europe médiévale. Les pêcheurs qui s'aventuraient sur la glace avec des haches et des harpons, qui poussaient des filets sous les surfaces gelées, qui harponnaient des anguilles en hibernation dans les fonds boueux, étaient des gens remarquables dont l'ingéniosité mérite notre reconnaissance. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec toute personne intéressée par l'histoire ou la capacité humaine d'adaptation. Abonnez-vous pour plus d'immersion dans l'histoire médiévale qui révèle les réalités sophistiquées derrière les idées fausses courantes. J'adorerais connaître vos réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris à propos de la pêche sur glace médiévale ? Quels autres aspects de la vie quotidienne médiévale aimeriez-vous explorer ?